Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombes, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou et puis conseiller santé de Valérie Pécresse. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La guerre en Ukraine, l'élection présidentielle en France avec la campagne difficile de Valérie Pécresse, tandis qu'Emmanuel Macron ne s'est lui toujours pas déclaré, en tout cas officiellement. Mais d'abord, puisque je vous parle du chef de l'État, revenons sur sa déclaration hier soir à 20h pour rendre compte aux Français de cette situation en Ukraine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours, Philippe Juvin, convaincant ? Je pense que la situation est évidemment d'une très très grande gravité en Europe. C'est une banalité que de dire ça. Et que nous avons, quelles que soient nos différences d'appréciation sur la politique nationale menée depuis 5 ans, une obligation morale, c'est d'être derrière le chef de l'État quand il prend des décisions qui posent la question de la sécurité de l'Europe. En particulier sur la question de la livraison des armes aux Ukrainiens en guerre. Nous, les Républicains, nous soutenons évidemment sans aucune réserve cette affaire. Nous soutenons sans aucune réserve la thèse, qui est en réalité la réalité, que les agresseurs, ce sont les Russes, les agressés, les Ukrainiens, et nous sommes dans le camp des agressés, bien entendu. C'est-à-dire que sur la situation, sur cette guerre en Ukraine, les Républicains derrière le chef de l'État, derrière Emmanuel Macron. Les Français doivent parler d'une même voix. Il n'est pas question que Vladimir Poutine à la violence en Europe obtienne également le fractionnement de la classe politique européenne, en particulier française. Oui, nous soutenons la politique du chef de l'État qui consiste à livrer des armes, en l'occurrence à l'Ukraine. Et pour vous, c'est clair, en tout cas, en aucun cas l'OTAN n'a la moindre responsabilité dans cette guerre en Ukraine. Non, la responsabilité, elle est toujours du côté de celui qui agresse. Et je regardais une très ancienne vidéo du général de Gaulle lors d'une conférence de presse à l'Élysée face à une agression du bloc soviétique à l'époque, et il disait une chose très simple: plus vous êtes faible face à un agresseur, plus vous engagez l'agresseur à continuer à être fort. Donc il faut être extrêmement ferme dans ses déclarations, dans sa posture, et je vois également avec intérêt et soulagement, par exemple l'Allemagne qui longtemps a eu une position très en retrait, aujourd'hui avoir une attitude enfin claire. D'une certaine manière, on est en train de purger des décennies de diplomatie hésitante allemande. Nous, les Français, nous sommes, je le confirme, solidaires, enfin nous les Républicains, de la politique menée par le chef de l'État en matière de résistance à l'agression russe, qui est une agression de l'Ukraine, mais qui est en réalité une agression qui pose le problème, il faut que les Français le comprennent, de la sécurité en Europe. Si quelqu'un se permet de remettre en cause les frontières qui ont été les frontières post-guerre, eh bien ça ouvre des perspectives immenses d'une très grande gravité. Les pays baltes, la Finlande, pourquoi pas la Pologne, puisque toutes ces frontières ont été créées très artificiellement après la guerre. L'intangibilité des frontières, c'est une condition de la sécurité en Europe. Il faut bien comprendre que c'est aussi la sécurité de l'Europe et donc de la France qui est en cause. Donc actuellement, l'idée c'est pas de rassurer les Français, il faut dire la vérité, l'heure est grave. C'est ce que dit notamment Jean-Yves Le Drian. Il est possible que le pire soit devant nous. Alors, je ne sais pas quelle est la... Moi, je n'ai pas d'informations. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères ni de la Défense. Je pense... Enfin, évidemment, l'heure est grave. Vous avez une armée qui se précipite sur une autre armée, avec des frontières communes de l'Union européenne. Vous savez également, les Français l'ignorent parfois, que quand vous êtes membre de l'Union européenne, vous êtes de facto membre d'une alliance militaire. Parce que, alors même que certains pays ne sont pas membres de l'OTAN, dans l'Union européenne, s'ils étaient agressés, il y a un article dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui nous lie à ces pays, qui consiste à ce que nous devions les défendre et être solidaires d'une agression. Donc la frontière polonaise, qui est désormais au contact de l'armée russe, ou qui va l'être malheureusement, c'est la frontière de la France. C'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, de la part d'Emmanuel Macron comme de Jean-Yves Le Drian, ce n'est pas un discours anxiogène, c'est un discours de circonstance. Y a-t-il la guerre en Ukraine? Oui, il y a la guerre en Ukraine. Y a-t-il un danger d'escalade? Il y a toujours un danger d'escalade, oui. Vous avez été député européen jusqu'en 2019, Philippe Juvin. Paradoxalement, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise, elle a réveillé d'une certaine façon l'Union européenne en tant que puissance. C'est votre impression? Alors c'est vrai que les crises ont parfois la vertu malheureuse de nous mettre face à nos responsabilités, et il y a quelques leçons déjà à en tirer. C'est que l'Europe a désarmé au plan militaire, il faut que nous réarmions. L'Europe a désarmé au plan agricole.
nous étions autonomes en matière alimentaire, nous ne le sommes plus. C'est particulièrement vrai pour la France. Vous savez, c'est le salon de l'agriculture actuellement, que la moitié des semences utilisées par les céréaliers en Europe, la moitié sont fabriquées en Russie ou en Ukraine, enfin 46% je crois. Donc il suffit que les approvisionnements soient coupés et nous avons un choc sur la production de céréales en Europe. Sur les intrants, c'est-à-dire les produits qui permettent de favoriser la pousse des matières agricoles, là aussi, beaucoup d'importations. Donc c'est vrai, nous avons un choc de souveraineté qui n'est pas que militaire, qui est agricole, qui est aussi industriel. L'Europe doit réapprendre que le monde est tragique et se donner les moyens de vivre avec des capacités d'autonomie. Nous avons pendant longtemps pensé, ça c'est, je pense, un grand sujet de l'Union européenne, que le monde ouvert était un monde ouvert permanent, jamais remis en cause, et donc nous pourrions toujours nous fournir quelque part. C'est faux. Regardez, moi je ne comprends pas que la France soit un pays qui désormais importe la moitié de ses fruits et légumes. Vous avez parlé, Philippe Juvin, au-delà de ça, de militarisation d'une certaine façon de l'Europe, une Union européenne qui s'est bâtie... Non, pas militarisation, réarmement. Il faut réarmement. Mais alors, je vous pose la question, est-ce que ça veut dire une armée européenne à ce moment-là ? C'est un autre sujet. Moi, je ne pense pas que ça soit possible pour 1000 raisons. D'abord, l'armée européenne, ça signifie que nous accepterions, par exemple, que des militaires français aillent se battre sous le strict commandement d'un général italien, portugais, danois, sans que le pouvoir politique français puisse donner son mot. Non, je pense qu'il faut en revanche bâtir. Donc on n'en est pas là. Peut-être qu'un jour, mais on n'en est pas là. Il faut d'abord bâtir une politique industrielle de défense européenne, c'est-à-dire que nous puissions produire les armes qui sont nécessaires à notre défense. Il faut que nous ayons, chaque pays puisse avoir des capacités militaires d'intervention qu'il n'a pas aujourd'hui. L'armée française est la première armée de l'Union européenne et on sait qu'elle est déjà au max. Et quand on envoie quelques centaines de soldats en Roumanie, c'est qu'on est au maximum de nos capacités. Donc nous avons un sous-équipement et une sous-dotation militaire. Moi j'ai été médecin militaire en Afghanistan, dans un pays en guerre volontaire, il y a une douzaine d'années. Déjà, je voyais l'état de nos armées qui était difficile. Je me souviens quand on partait en mission dans les montagnes, en convoi, il fallait parfois même que j'utilise mon téléphone portable personnel pour rappeler la base, tellement nos radios ne fonctionnaient pas. Donc, je crois que 70% de nos hélicoptères ne sont pas en état de fonctionner. Donc, on voit qu'on a une armée qui est désarmée et pourtant, nous sommes parmi celles en Europe qui sont les mieux dotées. Donc, c'est vous dire l'état de désarmement réel, pas seulement moral, mais réel des pays de l'Union européenne. C'est très inquiétant. Il faut réarmer. Sur les conséquences économiques de ce conflit, Emmanuel Macron qui a annoncé l'élaboration à venir d'un plan de résilience économique et sociale. Qu'est-ce que vous attendez concrètement d'un tel plan ? Est-ce que ça vous parle ou pas ? Est-ce qu'il faut aller plus loin finalement, ou à plus long terme, j'ai envie de dire ? Il faut aussi tirer les leçons de ce que nous avons mal fait ces dernières années. Regardez la question de l'énergie. Devoir dépendre par exemple du gaz russe, comme les Allemands ont décidé de le faire, est absolument fou. On voit qu'aujourd'hui, les Russes ferment le robinet, il n'y a plus de gaz, et donc il n'y a plus d'énergie en Europe. Alors vous allez me dire, ce sont les Allemands, c'est pas notre problème. Sauf que nous sommes évidemment interconnectés avec les Allemands, on se vend, on s'échange de l'électricité. Eh bien, par exemple, les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron il y a quelques années, qui consistaient à dire, on va fermer les centrales nucléaires, c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi, ce sont des décisions qui étaient des décisions qui n'étaient pas heureuses. Et nous, aux Républicains, nous avons toujours tenu cette ligne que la France devait être souveraine dans certains domaines fondamentaux, dont celui de l'énergie. C'est pour ça que nous avons toujours pensé que l'énergie nucléaire était indispensable pour nous assurer une souveraineté. Et on voit dans l'épreuve que nous vivons aujourd'hui que nous avions raison. Pour conclure sur ce discours d'Emmanuel Macron hier, c'était le discours d'un chef d'État, d'un chef des armées ou d'un potentiel candidat qui ne dit pas son nom. Je pense notamment à ce qu'il dit, ma boussole, c'est de vous protéger, de protéger les Français, ce sommet européen à Versailles. Est-ce que finalement, sous-entendu, il n'y a pas ce côté moi candidat déjà ? Mais qu'il y ait évidemment une partie du jeu politique qui se joue durant cette crise, c'est évident, il faut être naïf pour le nier. Ça n'enlève à rien qu'il faut soutenir encore une fois les décisions qu'il prend durant la guerre, parce que le pays doit être uni tout simplement. Voilà. C'est une question de survie de l'Europe et du pays. Mais c'est vrai qu'ils prétendent qu'ils n'en tirent pas de bénéfices
politique au sens partisan, au sens de la future élection présidentielle serait évidemment faux et une grossière erreur. Il en joue évidemment. Le drame de cette campagne électorale, c'est qu'au fond, il n'y a pas de campagne électorale. Il n'est pas candidat. On ne sait pas s'il est candidat. On l'imagine évidemment. On sait que d'ailleurs il s'y prépare. Mais la campagne électorale, ce qui est intéressant dans une campagne électorale en démocratie, c'est le débat politique, c'est l'affrontement d'idées. Or, malheureusement, il n'y a pas d'affrontement d'idées parce que le débat est confisqué. C'est pour ça que moi, je crois que si on veut vraiment qu'il y ait un débat démocratique, et c'est important parce que c'est pour les 5 ans et après il n'y en aura plus, enfin il y a des élections intermédiaires mais il n'y en aura plus, il faut absolument que Valérie Pécresse soit au second tour parce que si Emmanuel Macron est face à, par exemple, Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour, qui peut croire que Le Pen ou Zemmour vont gagner? Personne, parce qu'ils ne gagneront évidemment pas, et donc il n'y aura pas de débat. Donc la seule possibilité qu'il y ait un débat démocratique, c'est qu'il y ait un second tour entre les deux partis de gouvernement, parce que entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, il y a un point commun, c'est que nous sommes des partis de gouvernement. C'est ce qui nous différencie des autres. Notamment sur cette crise, c'est finalement l'une des conséquences qu'on peut avoir de cette crise entre la Russie et l'Ukraine, le retour des partis dits de gouvernement, quoi. Mais il faut, bien sûr, qui peut croire un instant que M. Zemmour, qui trouvait que Poutine était un type formidable, que Mme Le Pen, qui était en partie financée par de l'argent russe, hein, vous vous souvenez de cette affaire, et M. Mélenchon, on connaît ses accointances particulières avec la Russie, qui peut croire que ces gens-là puissent être aux manettes pour défendre l'intérêt du pays? Évidemment personne. Donc ils ne seront pas élus, c'est une évidence. Et pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait un débat au second tour, enfin, entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, c'est-à-dire les gens capables de mener la barque. Et nous, aux Républicains, nous avons quelques arguments à faire valoir, en particulier le fait que sur tous ces éléments de souveraineté, ça fait des années qu'on dit qu'il faut une souveraineté alimentaire, une souveraineté industrielle et une souveraineté d'énergie. Emmanuel Macron l'a découvert récemment et il faut s'en féliciter et encore une fois avoir l'intérêt national en permanence Valérie Pécresse, eh bien, dans les sondages, pour l'instant, ça se passe pas très bien. Certains sondages qui la donnent même 5e derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est peut-être cynique de parler comme ça, mais finalement, elle ne profite pas de cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Alors il est certain qu'aux Républicains, on ne raisonne pas en se disant comment va-t-on profiter d'une crise. C'est pour ça que j'ai compris. Et vous avez dit entre guillemets, vous avez évidemment bien fait. Vous avez évidemment bien fait. Ouais. C'est tout le sujet. Veut-on un débat ou pas? Si on ne veut pas de débat, on laisse faire les choses et on se dit, voilà, Macron face à Le Pen au second tour. En réalité, il n'y aura pas d'élection, ça sera un faux second tour. Et on aura privé les Français d'un vrai débat, un peu comme il y a 5 ans. Donc, voulons-nous de nouveau repartir pour 5 ans sans débat politique? Ça va être difficile pour Valérie Pécresse, on ne dit pas le contraire. Mais souvenez-vous de l'élection de 2002, Chirac, qui était battu d'ailleurs, et puis qui finalement se retrouve à 0,1 ou 0,2% au-dessus de Jospin, finalement accède au second tour et est réélu. Donc, tout notre enjeu, nous, c'est de l'élection de premier tour. Il y a en fait 2 élections. Il y a le premier et le deuxième tour. Il faut que nous soyons... Sans oublier les législatives aussi. Il faut que nous soyons... parfois... Vous savez, le problème des législatives, c'est que malheureusement, compte tenu de l'organisation conjointe quasiment des 2 élections, la législative suit la présidentielle d'une manière quasi automatique. Bon, Jean-Pierre Raffarin a fait son choix. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a décidé de soutenir Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est Julien Aubert, qui est député du Vaucluse, a dit grande annonce, c'est le 5e ralliement de Jean-Pierre Raffarin à Emmanuel Macron. Vous voulez que je vous le cite, Jean-Pierre Raffarin, à propos de Valérie Pécresse? Je pense qu'elle n'a pas cette capacité aujourd'hui d'être un barrage à l'extrême droite, et donc par sécurité, il est clair que ceux qui veulent un barrage à l'extrême droite ont à voter Macron. Vous lui répondez quoi? Il faut lui rappeler qu'il fait partie, il a fait longtemps partie, il est même fondateur d'ailleurs de notre famille politique, et que nous avons toujours été un barrage à l'extrême droite, et que nous avons toujours, dans tous les cas, eu une ligne extrêmement claire vis-à-vis de l'extrême droite. Donc, on peut défendre, quand on a face à un choix Macron sur l'extrême droite, sur les second tour, est-ce que finalement on sera lié à Marine Le Pen ou pas si elle passe au second tour? On sait que ça fait débat chez vous quand même. Mais vous savez très bien que nous avons toujours été une digue face à l'extrême droite, et sans ça fait partie des épouvantails qu'on agite régulièrement, mais depuis toujours les Républicains ont fait leur choix. Nous sommes un parti de gouvernement, nous sommes des gens sérieux, nous sommes un parti modéré de gens sérieux et d'expérience, et ça nous caractérise vis-à-vis de Madame Le Pen, et d'une certaine manière aussi vis-à-vis de l'entourage d'Emmanuel Macron, parce que je vous rappelle qu'en fait la grande faiblesse d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un homme qui est seul, et autour de lui, où sont les élus locaux, où sont les élus d'expérience? Eh bien, on ne les voit pas. On a des nouvelles de Nicolas Sarkozy, ou pas? Je le vois dans quelques jours, je vous dirai.
Ouais, déjà, ça veut dire qu'on se rapproche peut-être d'un soutien officiel, Valérie Pécresse? Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est lui qui a créé notre famille politique et je sais que toutes les mesures qu'il prendra seront dans l'intérêt de notre famille politique. Dernière question très rapide, puisque le temps presse, et sinon je vais me faire gronder par mon réalisateur John. Je m'en voudrais. Sur la situation sur le Covid, sur le pass vaccinal, vous êtes pour ou contre la levée ou la suppression de ce pass vaccinal? On va rapidement y arriver, 45%. Actuellement, on n'en parle plus parce que malheureusement, il y a l'affaire ukrainienne. Les Français doivent savoir qu'il y a encore 45% des lits de soins critiques en France qui sont occupés par le Covid et qu'il y a une moyenne de 6 personnes qui décèdent toutes les heures à l'hôpital du Covid. Donc la situation n'est pas terminée. Troisième point, on vous dit c'est fini. On ne sait pas si derrière Omicron, il y aura un nouveau variant. Attention, il faut être d'une prudence extrême. Donc aujourd'hui, c'est probablement un peu tôt, mais je pense qu'on va y venir dans les semaines qui viennent parce que le nombre de cas diminue à toute vitesse et ça, c'est l'élément positif. Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombes, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou, conseiller santé de Valérie Pécresse. Un grand merci d'être passé par Sud Radio. Merci à vous.